Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un petit couteau de chez Spyderco qui est souvent mis en retrait par rapport au Delica mais qui selon moi n'est pas en reste au niveau des performances. On va parler du Spyderco Chaparral. Pour ça on va d'abord présenter, alors pas présenter Spyderco mais présenter Spyderco Taichung. On va ensuite parler des caractéristiques générales de ce couteau. Euh, Ensuite, on va rentrer dans le détail en parlant de ses spécificités au niveau de son manche, de son mécanisme et de sa lame, pardon. On va ensuite un petit peu dresser un sommaire de ses qualités et défauts avant de conclure et voir si je vous recommande ce modèle. Donc tout d'abord, parlons de Spyderco Taichung, qui est donc une usine qui est située à Taïwan, qui fait partie des usines au Colorado, donc aux États-Unis. On a aussi une usine au Japon, à Seki City, et une usine en Chine pour Spyderco. La spécificité de l'usine de Taïwan, c'est de proposer des modèles qui sont le plus haut de gamme euh, chez Spyderco. Et aussi les couteaux qui utilisent les matériaux les plus chers, donc du titane, du carbone, des designs qui sont souvent très complexes, avec des usinages qui sont un peu plus lourds que sur les Spyderco classiques. Et c'est aussi chez cette usine qu'on retrouve les différents mécanisme de verrouillage un petit peu plus complexe avec des roulements à billes ou avec des flippers. Donc moi j'ai quand même plusieurs modèles de chez Taïwan. Il y a ce Mantra 3 que je vous ai déjà montré avec le Mantra 1. Donc on voit ici Titan Flipper et roulement à billes sur une lame en M4. Sur ce modèle on a uniquement voilà, les roulements à billes et le flipper qui sont d'ailleurs c'est des configurations qu'on ne voit que chez Taïwan pour les couteaux de la marque Spyderco. Et j'ai aussi ce génial Gale Bradley 2 en acier M4. Les, pour un peu des couteaux de référence pour cette usine, on peut citer le Paysan, le Nirvana ou le Drunken, qui sont pour moi le trio vraiment ultra haut de gamme chez Spyderco. Ceux qui font un petit peu rêver tout le monde, mais dont pas grand monde a les moyens de se procurer. Et du coup, Spyderco, ils font appel à cette usine de Taïwan pour les couteaux qui ont besoin d'un soin particulier au niveau des finitions, ou alors pour des commandes plus particulières, que ce soit en termes de matériaux ou de spécificités techniques. Pour parler de ce modèle Chaparral, on peut commencer par discuter de ses différentes propriétés. Donc c'est un petit couteau avec une longueur totale de 16,3 cm pour une longueur de tranchant de seulement 6 cm. C'est aussi heureusement un poids plume parce que cette version laminée carbone et G10, elle pèse 71 grammes. Le poids vient donc principalement du ressort et de toute cette partie en métal, donc des platines en acier. Il existe une version FRN qui fait 10 grammes de moins, qui est à 60 grammes. Le prix pour cette version, je ne l'ai pas, pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle n'est plus en production. Par contre, le prix de la version FRN est de 130 euros. Si on compare au prix du Bugout, qui, en faisant référence à ma dernière vidéo, pour un couteau avec un manche en Greivory, donc pas cette version-là, avec le manche en Greivory acier S30V, c'était un couteau qui coûte 160 euros, alors que le Chaparral avec un acier à peu près équivalent et un manche en FRN, on tombe à 130 euros. Alors il n'y a pas les pièces en titane pour justifier la différence de prix, mais du coup on est un petit peu dans la même gamme de prix pour ces deux couteaux, mais pas dans la même gamme de taille comme vous pouvez le voir. Donc sur ce couteau, il y a deux aciers qui ont été utilisés. Sur les premières séries, on a un acier S30V et ensuite sur toutes les séries suivantes, on est passé au CTS XHP. Ce couteau aurait dû être en CTS XHP depuis le début, mais Carpenter qui fabrique cet acier avait du retard dans la livraison. Et donc du coup, ils ont décidé d'utiliser le S30V pour les premières séries. Du coup, ce modèle que j'ai eu d'occasion, il est relativement vieux. Donc pour comparer au niveau des tailles, hop, je vais reprendre mon Bugout qui est juste ici. On peut voir que c'est vraiment un très petit couteau, que ce soit en termes de manche ou en termes de lame. Je le compare ici encore une fois à côté du Delica. On voit que on est un cran en dessous aussi en termes de lame par rapport au Delica. Et un bon cran aussi au niveau de la taille de manche. Donc c'est vraiment un tout petit couteau qui est d'ailleurs considéré par Spyderco comme un gentleman folder, donc pas un couteau qui est voué à être utilisé pour des tâches lourdes. C'est vraiment un couteau qui est là pour disparaître dans la poche et uniquement pour le petit travail.
Donc dans l'idée du design de ce couteau, c'est d'avoir un couteau qui est extrêmement fin, avec une lame aussi, comme vous pouvez le voir, qui est extrêmement fine, parce que l'épaisseur de ce couteau, c'est 1,9 mm. Donc je pense que c'est le couteau le plus fin que je possède, pour être honnête. Le manche aussi est très fin, et l'encombrement général est très contenu sur ce couteau. C'est un petit peu ça l'idée générale. En plus de ça, il y avait cette idée chez Spyderco de proposer une même lame sur tous les modèles Chaparral, mais avec à chaque fois des variations de manches. Donc au début, la version de base, cette version en G10 et fibre de carbone laminé. On a ensuite eu trois versions différentes avec du titane, avec différents usinages, différentes textures de titane qui sont à tomber par terre, que ce soit au niveau visuel ou au niveau du prix. Et ensuite, Spyderco s'est métisé différents matériaux. Donc on a eu ce qu'ils appellent le Raphir Noble, qui est une résine époxy dans laquelle on a placé des fines couches de bronze et de laiton, qui pour faire un effet qui est très très joli. Ils ont utilisé du coup du FRN pour en faire un couteau plus EDC, plus utilisable et encore plus léger. Donc un petit peu le but du délicat, mais en version encore plus compacte. Il y a une version Sun and Moon qui utilise du G10 de différentes couleurs pour simuler le soleil et la lune, qui est très jolie. Il y a aussi une version qui utilise les plaquettes en bois. Donc c'est voilà, l'idée c'est de tester différents matériaux de manche relativement haut de gamme sur ce couteau. C'est un petit peu ça le cœur, le principe de ce modèle. Pour parler de son ergonomie, malgré le fait qu'on soit sur un très petit manche, grâce à cette encoche pour le doigt, on arrive en fait à avoir une prise en main à quatre doigts qui est très très bonne, en pinçant ici la lame avec l'index et le pouce, et on a le reste de la main qui se cale assez naturellement. Alors bien sûr, c'est pas un couteau avec lequel on peut faire une prise en main lourde, il est beaucoup trop fin pour ça, mais l'ergonomie est tout de même assez bonne. Et en plus de ça, ce qui est très bien vu, c'est cet arrondi à la fin du couteau, qui une fois calé dans le creux de la paume, ça en fait un couteau de table qui est hyper pratique à utiliser. Et grâce à la finesse, en fait, c'est un couteau qu'on a très très bien en main pour couper. Donc, comme d'habitude chez Spyderco, la prise en main est assez bluffante, surtout pour un couteau aussi fin et aussi petit. On peut voir que ce couteau, il a des platines qui sont ajourées si vous arrivez à le distinguer. On peut voir un petit peu les trous à cet endroit-là. C'est assez difficile à filmer avec ma lumière, donc tout ça pour gagner du poids. Les platines en acier sont d'ailleurs relativement fines et on voit que la majorité de l'épaisseur vient du G10, mais ça reste un couteau qui se plie un petit peu. Je sais pas trop si vous le voyez. Malgré tout, voilà, en main, on n'a pas forcément une impression de fragilité, et c'est pas forcément aussi le principe de ce couteau d'être un couteau très très robuste. Au niveau du clip, on a les fameux clips trombone de chez Spyderco qui a été teinté en noir pour plus de discrétion, qui va pas jusqu'au bout du couteau, comme vous pouvez le voir. Je sais que pour certains c'est un défaut, donc je me permets de le noter. Ce que j'aime bien sur ces clips, c'est qu'ils sont creusés dans la plaquette, et du coup ça permet de les passer plus facilement dans la poche. C'est le cas de... Est-ce que j'en ai un? Ouais, c'est le cas des autres modèles. Vous voyez sur ce Mantra 3, on a le même principe. Et du coup, le problème, c'est que de l'autre côté de la plaquette, l'usinage est un petit peu moche. Mais bon, ça, malheureusement, c'est un petit peu inévitable pour ce type de système. Le manche aussi, quelque chose d'intéressant qu'on peut noter là-dessus, c'est la finition qui est vraiment excellente. L'ajustage entre le G10 et les platines en acier, c'est assez impressionnant. On voit à peine, vous voyez, la démarcation entre la pièce centrale et les platines. Alors, même si au niveau du ressort, on a plus d'espace, voilà. L'ajustement est pas parfait au niveau du ressort, mais ça reste un couteau industriel. Et ça reste un couteau qui a, je crois, plus de 10 ans, si je me trompe pas. Donc au final, on est quand même pas si mal au niveau des finitions. Dernière chose à discuter, c'est ce fameux G10. Laminé avec de la fibre de carbone. En fait, l'idée c'est qu'on va avoir toute l'épaisseur qui va être du G10 et on a seulement une couche de fibre de carbone sur le dessus. Alors, la couche de fibre de carbone, comme vous pouvez le voir, elle est en relief. C'est assez joli d'ailleurs de voir les reflets. Maintenant, au niveau du feeling, quand je le vois, pour moi, ça fait un petit peu factice d'avoir qu'une seule couche de fibre de carbone. Bon, ça m'a pas empêché d'acheter trois couteaux qui ont exactement le même type de manche. Mais pour être honnête, je trouve ça largement inférieur esthétiquement à ce type de fibre de carbone. Donc là, on a l'entièreté du manche qui est en fibre de carbone. Et on voit d'ailleurs le tissage au niveau du reflet. Quand on regarde une vue de profil, on peut voir le tissage du carbone.
Et c'est ça que je trouve vraiment magnifique avec ce type de plaquette. Donc là-dessus, je trouve d'un point de vue esthétique, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu une astuce pour cacher la misère du G10 dessous. Aussi une astuce pour diminuer le prix, je pense. Mais bon, c'est important de le notifier. Parler du mécanisme, donc l'ouverture, comme quasiment tous les Spyderco, se fait à partir du trou dans la lame. On peut l'ouvrir de manière plus ou moins explosive. On peut l'ouvrir avec globalement tous les doigts, il n'y a pas forcément de problème sur ce couteau. La lame, elle est montée sur rondelle en bronze. Et comme vous le savez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça permet d'avoir une lame qui reste très très souple, mais qui ne tombe pas. Et du coup, ça permet d'avoir une action qui est tout en douceur, tout en rondeur. C'est assez agréable. Et ça permet d'avoir une assez bonne fluidité, puisque la lame retombe toute seule quand on désengage le lock. Et du coup, malgré le fait que le mécanisme soit assuré par une pompe arrière, c'est un couteau qui est manipulable à une main sans aucun problème. On parle du backlock, il est très très doux. Le ressort est pas très très fort pour être honnête, mais sur ce type de couteau, c'est pas ce qu'on demande. Il est très très facile d'utiliser à une main, même je suis quasiment sûr que je peux rentrer la lame à une main en appuyant comme ça si je me concentre un peu. Alors, à remarquer que on voit qu'une plaquette frotte un petit peu sur la lame. Je pense si vous voyez les lames, les, les traces ici sur la lame, c'est un problème qui était présent sur les premières séries mais qui a été corrigé par la suite. Donc je me permets de le noter. Et comme vous le savez, moi c'est pas forcément un lock qui me pose problème, même si pour certains c'est le cas. Vu qu'ici on peut très très facilement l'utiliser à une main, vu que c'est un petit couteau, c'est très facile de désengager la lame en même temps qu'on appuie sur le lock. Je pense que ça sera moins gênant pour la plupart des gens. Et en plus c'est un lock qui est très facile à fabriquer, très facile à nettoyer et qui est très solide. Maintenant, on parlait de la lame. Donc, comme d'habitude chez Spyderco, on a une finition qui est satinée, qui est très très jolie, qui est très marquée, avec une forme de lame qu'ils appellent leaf shape, donc en forme de feuille. C'est une forme de lame que Spyderco ils aiment beaucoup et qu'ils mettent notamment sur leur modèle Manix par exemple. On peut voir c'est des couteaux qui sont assez proches visuellement, pas en termes de taille mais visuellement. On a vraiment le dos de la lame et le tranchant qui se rejoignent pour faire une pointe très très fine. Donc c'est personnellement un type de lame que je trouve très esthétique, moins agressif peut-être que les formes de lame un petit peu clip point comme celle du Delica ou du Paramilitary 2. Ça c'est de mon point de vue en tout cas. Ce qui est intéressant sur cette lame, c'est qu'on a, et sur cette forme de lame, c'est qu'on a une haute émouture plate. Ça permet d'avoir une très bonne géométrie de tranchant. Et en plus, allié à cette finesse, je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la taille de mes doigts de la finesse de la lame, on est en dessous de 2 mm. Je peux vous la comparer avec celle du Delica, qui n'est pas épaisse, hein, mais on voit qu'elle est beaucoup plus fine, celle du Chaparral. Et du coup, je peux aussi vous comparer les épaisseurs avec celle du Bug Out, et on voit que celle du Chaparral est encore plus petite. Donc c'est vraiment un couteau qui est un super trancheur, c'est le nom de la vidéo. Et à utiliser, c'est génial pour manger. Bon, le problème, c'est que la lame est un peu trop courte pour être vraiment utilisée en cuisine de manière efficace, mais c'est malgré tout un couteau que je trouve extrêmement agréable à utiliser. Du coup, pour résumer un petit peu les qualités de ce couteau, c'est pour moi la qualité de finition, le poids réduit et l'encombrement qui sont contenus, la super finesse de lame, la géométrie de la lame de manière générale, et ensuite le design que je trouve très très réussi sur ce modèle, même si au niveau du manche, c'est pas forcément celui que je préfère. J'aurais plutôt préféré, je pense, le manche en FRN pour avoir un couteau plus utilisable, ou alors peut-être la version G10 Sun and Moon que je trouve très très jolie. Maintenant, pour parler des défauts de ce couteau, bon, c'est un petit peu écrit dans le cahier des charges, mais c'est un couteau qui est très petit, que ça soit en termes de manche ou en termes de longueur de lame. Et du coup, c'est un couteau qui va être très limité dans ce qu'on peut faire avec. Typiquement, pour moi, la seule utilisation, c'est pour manger avec, ou alors couper du scotch, couper du carton. Un petit outil avec soi, voilà, c'est un peu l'idée du gentleman folder. Mais même pour manger, on va être assez limité à cause de la taille de lame, pour être honnête. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de notifier. Et ensuite, c'est le prix. Alors, je l'ai abordé légèrement en début de vidéo, mais sur la version FRN, on est sur un couteau qui vaut 130, 140 euros. Ça commence à être extrêmement cher pour un couteau qui n'a rien de particulier, qu'on soit honnête. Je répète que le bug out en version de base, il y a quelques années, il coûtait 120, 125 euros. Et maintenant, en version de base, il coûte 165. Pour moi, c'est assez comparable en termes de prix. C'est dans tous les cas trop cher pour ce type de couteau. Et je pense que les gens sont
soit ils mettront plus cher, mais pour avoir plus, pour avoir du titane, pour avoir des finitions particulières, pour avoir un design particulier, pour avoir un acier particulier. Mais pour ce type de couteau basique, je pense que les gens sont plus prêts à payer autant. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un des gros défauts de ce couteau. Malgré ça, et ça sera ma conclusion, ce couteau est vraiment exceptionnel au niveau de la prise en main, au niveau de la géométrie de la lame. Il est très léger, il disparaît complètement dans la poche, mais malgré tout, on sent qu'il est quand même capable de beaucoup. Donc c'est un couteau que je vous conseille en version FRN pour être honnête, pour avoir un petit scalpel de poche, un petit cutter de poche. C'est vraiment comme ça que je vois ce couteau, et je pense que c'est comme ça qu'il est très efficace. Notez qu'il existe une version avec le Spidey Edge, qui est donc une version avec une lame dentelée simplement, qui a l'air d'être assez redoutable, la version FRN. Du coup, c'est plutôt cette version que je vous conseillerais, même si honnêtement, au prix auquel il est pratiqué, ça reste assez difficile de le conseiller par rapport à d'autres modèles. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que je suis en vacances. Voilà. Si vous avez aimé, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne et aux réseaux sociaux afin de rester au courant des différentes sorties. Vous pouvez aussi laisser un like et un commentaire. Surtout, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant de discuter avec les gens de leur avis sur ce couteau, sur Spyderco ou sur la coutellerie de manière générale. C'est toujours intéressant. Donc surtout, n'hésitez pas. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Au revoir.